Ta 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 ta. Eh bien, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Oran fait le H saison 2, épisode 10 sans doute. On est un petit peu perdu et toujours en confinement. Alors, bonsoir messieurs, avec nous ce soir Yann. Bonsoir Yann. Salut Polo, salut Mika, bonsoir Dominique. Et également Mika, introduit magnifiquement par Yann. Bonsoir Mika. Salut Polo, bonjour les gars et bonjour à tout le monde. Et puis notre invité, annoncé par Yann également. Bonsoir Dominique. Bonsoir messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Invité récurrent maintenant, merci. Exactement, invité d'honneur de la saison, de l'émission même on pourrait dire. Non, c'est trop. Mais avec beaucoup de plaisir, toujours. Eh ben, c'est partagé. Et puis, on a un programme quand même cette semaine à débriefer, notamment le match du H contre Aix, avec ce match nul. On aura l'occasion de débriefer ça. Le match européen contre le RK Zagreb qui s'est soldé par une victoire du H. Et puis le dernier match qu'on a pu voir contre Kiel, où le H a fait honneur à son statut, même si on peut nourrir encore quelques regrets, mais on va avoir le temps de reparler de tout ça. On va peut-être commencer du coup, messieurs, par faire un point avec ce match contre Aix, débriefer ce match nul, 23-23. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match? Est-ce qu'il y a quand même des regrets vis-à-vis de ce résultat? Ah bah vas-y Mika, t'étais en forme à la fin du match, je me souviens bien. C'était le match contre Kiel, pas Alex, non? Ah les deux t'étais en forme. Mais Hein. c'est pas grave. Ouais, les deux, j'étais en forme. Ouais, j'étais surtout frustré en fait après le match. Ah oui, Thierry, c'est vrai que maintenant je me reviens je me rappelle les messages que je t'avais envoyés. Ouais, j'étais en forme. Ouais, j'étais en colère parce que le match contre Aix, on doit le gagner en fait. Parce qu'on est plus fort qu'Aix sur ce match-là. Et si on le perd, eh ben, c'est uniquement à cause de nous et à cause des innombrables erreurs qu'on a pu faire en deuxième mi-temps. On fait une belle première mi-temps, relativement solide, mais la deuxième mi-temps, et en attaque, parce que la défense a plutôt été très bien en place, les gardiens ont fait le boulot, mais en attaque, les erreurs, les immanquables, c'est catastrophique, quoi. Et sur un match aussi important pour nous, pour la suite de la saison, on l'avait dit, vous l'aviez dit quand vous avez fait la dernière émission, et beaucoup de gens l'avaient écrit sur le groupe, on sentait qu'il y avait un vrai truc autour de ce match. D'ailleurs, les Ultras sont allés encourager les joueurs à leur arrivée. C'était le match le plus important de l'année, pour l'instant en tout cas. Et il ne fallait pas passer à côté. C'était lui qui pouvait nous permettre de basculer pour pouvoir aller chercher des places intéressantes. Et malheureusement, on passe au travers, quoi, alors que Aix était complètement prenable. Donc oui, j'étais en colère, j'étais frustré, comme je pense tous les supporters du HBC Nantes après avoir vu cette performance-là. Donc, ouais, voilà, beaucoup de colère après ce match-là. Alors, je pense que tu as raison, effectivement, de souligner les Ultras qui sont venus soutenir. On les remercie et bravo à eux d'avoir fait le déplacement pour encourager comme ça nos joueurs avant ce match crucial. Mais messieurs, pour vous, contre cet adversaire direct comme ça, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé sur ce match? Ah bah la pauvreté technique, hein. C'est une fois de plus malheureusement, j'oserais dire, il y a eu une grande pauvreté technique en seconde période. Autant tu l'as bien signalé, la première mi-temps est plutôt bien réussie. Les joueurs sont complètement dans le coup. La deuxième, c'est une catastrophe, quoi. Je vais prendre l'exemple flagrant, c'est la récupération, l'interception d'Olivier Niocas dans les 20 dernières secondes, on va dire, et face à face avec le gardien. Alors qu'un gardien fasse un arrêt en face à face, je veux bien. Hein, tu peux déployer les bras, tu peux déployer les jambes, comme le disait un de nos internautes, mais déployer la tronche c'est plus difficile, quoi. Et le seul truc qui vise c'est la tête, quoi. À un moment donné, je sais pas, mais là dans un coin, tire entre les jambes, fait quelque chose, mais vise pas la tête. Ça c'est vraiment le symbole de l'échec technique, on va dire, de cette seconde période. Après, il y en a tellement. Il y a Emric Min qui a dû assassiner deux trois volatiles durant le match. Je suis brutal, mais les tirs à 6 mètres, une fois de plus, c'est quand même très très compliqué. Et quand on connaît la valeur, c'est pour ça que comme Mika est en colère, je comprends pertinemment. C'est pas le score en lui-même, on s'en sort plutôt bien d'ailleurs. C'est quand on connaît la valeur intrinsèque de tous nos joueurs. Bon appétit, Mika.
Euh, c'est désolant de voir ça parce qu'on sait très bien que en confiance, tous ces immanquables, ils ont jamais eu lieu d'être, quoi. Et la colère, en fait, naît de cette frustration qu'on a, qui sont capables de faire tellement mieux, mais tellement mieux. Donc oui, c'est vraiment cette pauvreté technique. Pour moi, c'est pas de l'engagement. Alors peut-être que la pauvreté technique découle d'un manque de confiance et peut-être aussi d'une accumulation de matchs, mais bon, à un moment donné, va falloir aussi bosser à l'entraînement sur les phases de tir parce que là, c'est plus possible, quoi. Est-ce que C'est tu... sûr, c'est sûr, c'est le mental. Hein. C'est sûr que c'est le mental, Yann. Nos joueurs, ils sont bons techniquement. On saurait si c'était des chèvres, nos joueurs. Ils savent faire des choses techniquement. S'ils ratent ça, c'est dans la tête que ça va. Et c'est bien que tu le dises, parce que tu as dit, c'est pas dans l'envie. Et l'action de Newcastle, elle est complètement symptomatique du problème. L'envie, elle est là, parce que l'interception, elle lui tombe pas tout cru dans les mains. Ah C'est non, lui qui va la chercher. Mais par contre, quand il arrive face au gardien, il se décompose, il fait un tir catastrophique. C'est parce que dans la tête, il a peur. Et je vois pas autre chose. Il y a de la nonchalance, il y a tout, mais il est déterminé à aller chercher cette action. Et il se décompose quand il arrive sur le gardien. Et je pense que nos joueurs, ils ont les flippettes, quoi. Et il y a un vrai problème mental. Dès qu'on est un petit peu dans la difficulté, quand ça déroule, comme contre Alborg, eh ben on marche sur l'eau. Et dès qu'on a des petites difficultés, comme là, Aix, ils nous ont proposé à un petit moment, on a un petit temps faible, et ben mentalement, on s'écroule. Et puis, on n'est plus capable de proposer quelque chose de correct. Et pour moi, c'est majoritairement dans la tête. Surtout que si on revient sur le déroulé du match, bon, Aix commence par marquer, par mettre le premier but, bon, c'est accessoire. Mais derrière, le H construit son avance, gagne trois buts, puis 4, puis 5 même buts d'avance face à Aix. On a l'impression à la mi-temps de mémoire, je crois qu'il y a 4 buts d'écart, on a 14-10 à la mi-temps, on se dit, bon, bah, c'est bon, ils vont gérer cette petite avance tranquillement jusqu'à la fin du match, on va se diriger vers un +3, un +4 en fin de match. Et puis arrivé à la 40e minute, enfin juste un petit peu avant, les courbes se recroisent. Et puis du coup, ça touche-touche, Aix un peu devant, le H un petit peu derrière. Et tout ça pour terminer du coup à une égalité qui est effectivement frustrante parce qu'au vu du début du match, c'est pas ce scénario-là qui se dessinait. Dominique, est-ce que pour toi, tu as la même analyse de ce match-là? Bah, j'ai tout à fait la même analyse que vous trois. J'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que si ce n'est qu'on est à 3 buts seulement à la mi-temps, alors qu'on doit déjà avoir tué le match en première période. ouais. On doit mener largement de 5 ou 6 buts. On fait des erreurs, on perd des balles et on fait des erreurs techniques, comme disait Yann, qui ne nous permettent pas de tuer le match. Parce que franchement, bon, moi, le résumé, c'est que Aix n'était pas au mieux. Bon, j'ai l'impression qu'ils n'avaient pas plus envie que ça de gagner ce match. Et que quand ils se sont vus qu'on on leur offrait en cadeau, on leur enfilait tellement de cadeaux, ils ont saisi l'occasion, ils ont joué à fond les 5 dernières, et puis ils ont bien même failli l'emporter. Et bon, le hold-up qu'on aurait pu réaliser grâce à l'interception d'Olivier, ça aurait été génial. Mais bon, je pense que le partage des points est je dirais pas équitable, il est même plutôt flatteur pour nous, parce que c'est un match qu'on doit tuer face à une équipe qui présente pas grand-chose en attaque ce jour-là, hormis dans les 5 dernières, qui en défense se réveille un petit peu en début de deuxième. En dehors de ça, on a un gardien aussi qui, sur le début de saison, a des stats, je dirais pas catastrophiques, mais qui sont tout à fait moyennes. Et puis, on le fait briller d'entrée, 2 arrêts sur son côté droit. Et puis derrière, on lui tire dessus quand c'est pas dans la bouche, quoi. Donc voilà, donc moi je pense qu'on leur a carrément offert le match sur un plateau. Et on s'en sort très très bien avec ce match nul, même si ça ne nous fait pas du tout nos affaires d'un plan comptable. Encore qu'hier, nos amis aixois se sont pris les pieds dans le tapis aussi en perdant contre Chartres, ce qui fait bien nos affaires au classement. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas tuer ce match parce qu'il y avait clairement la place de passer. Quand on regarde les statistiques dans le détail, le nombre de tirs est quasiment équivalent. Enfin, Aix a 2 tirs en moins. Le nombre d'arrêts, c'est le même. Il y a 10 arrêts de chaque côté. Nantes fait 4 passes décisives. Les pertes de balles, c'est quasiment équivalent. Bon, allez, Aix fait un petit peu plus de fautes. C'est vrai qu'on peut nourrir des regrets sur un match comme ça. On a clairement la place de passer. Et puis, voilà, il y a un relâchement sur le dernier. La deuxième partie de la deuxième mi-temps. C'est pas du relâchement, Paul. Moi, je rejoindrais plutôt Mika sur le côté stress, quoi. Voilà, il y a une certaine pression. Pardon? Dans la tête pour toi?
Oui, bah, dans la tête, bien sûr bien sûr, c'est toujours dans la tête. Dans ces cas-là, on est, comme disait Yann aussi, on est largement au-dessus. Intrinsèquement, on est largement au-dessus de cette équipe à tous les postes. Même si le poste d'ailier droit nous a fait cruellement défaut, mais on est un petit peu dans les manques, dans les défauts qu'on stigmatisait sur les matchs précédents, à savoir un manque flagrant d'efficacité dans le tir, notamment à 6 mètres, et puis il a employé, Mika a dit nonchalance, j'aime bien, mais je pense pas que ça soit ça. Il y avait de l'envie, il y avait de la grinta, mais on est encore un petit peu paralysé par l'enjeu, on va dire ça aussi, mais euh, même si c'est pas la finale de la Ligue des Champions, mais on savait que c'était important. Bon, voilà, je pense qu'il y avait une envie de bien faire, il y a une envie de bien faire, mais un petit peu de pression et un manque de confiance qui résulte des performances précédentes. Est-ce que tu Et penses moi, ce que je pas, retiens, est-ce que tu penses pas également qu'il y a oui, des choix de coach qui peuvent interroger aussi? Quand on voit que au poste d'arrière gauche, ni Ocas ni Cavalcanti font vraiment le job sur ce match-là. Pourquoi on n'essaie pas de mettre Thibaut un peu plus? Je sais pas, hein, c'est des questionnements. oui, ça, c'est Milic et après qui est tout, c'est inexistant à l'aile, comme ça avait été le cas à Barcelone, et pourquoi on met pas Gourbi? ouais, j'en ai parlé avec Alberto et Greg, avec Greg mardi, avec Alberto hier. Bon, bah, c'est des discussions qu'on peut avoir après coup, bien sûr. Maintenant, moi, le seul, bon, voilà, c'est facile parce que c'était mon job et c'était mon poste. La seule, seul petit bémol où je mettrais mon grain de sel par rapport au managerat, c'est le changement de gardien. Voilà, je pense que Émile doit sortir beaucoup plus tôt, vu les prestations à Zagreb, notamment de Cyril. Je pense que Émile fait une très bonne première période, mais en début de deuxième, il prend un tir qui touche, ça le déstabilise un peu, et il en prend trois derrière un peu identiques. Donc à ce moment-là, je pense qu'il fallait le sortir. Voilà, mais c'est tellement facile après coup. Bien sûr, ouais. Après, le deuxième point, c'est effectivement, tu parles de Milan. Milan est lié droit. Il y a une solution que j'ai évoquée hier avec Alberto, mais m'a rétorqué que n'était pas possible en si peu de temps n'allait pas changer non plus toute la stratégie et le travail de l'équipe pour un poste, pour un garçon. C'était le faire jouer un peu comme le faire courir des grandes courses vers le centre, jouer comme un quatrième arrière. C'est des choses tactiques qui se faisaient à mon époque au siècle dernier, mais bon, il semblerait que ça soit plus d'actualité. Mais hier soir, il l'a fait d'ailleurs. Il est venu de son poste de lié avec une grande course, il a reçu et puis il a envoyé un pétron avec plus ou moins de réussite. Je ne sais plus, mais je crois qu'il a marqué. Ouais, ouais, il le met, ouais. Bon, voilà, moi, c'est les seules remarques. Après, voilà, vous savez très bien que tout se discute, on peut tout disséquer, on peut tout reprocher, on peut tout remettre en question, mais sur l'instant, c'est tellement délicat. On est tous des managers en puissance, on est tous des sélectionneurs en puissance, ça vaut pour tous les sports, je le répète, et ça va tellement vite au handball, et on a beau être deux sur le banc, les décisions, il faut les prendre, et il faut prendre les bonnes au bon moment. Et même si on prend des décisions qui sont bonnes et qu'elles ne fonctionnent pas, on va forcément s'ouvrir à la critique. Ben justement, en parlant de bonnes décisions, merci de m'offrir cette transition sur un plateau, Dominique. Mais je crois que c'est ce match contre Zagreb qui s'est bien déroulé pour nous. Une belle victoire contre une belle victoire européenne. En tout cas, Mika, après sur la manière, on va. Mais en tout cas, voilà, après ce match contre Aix, où on pouvait nourrir des regrets, bon, bah, cette victoire contre Zagreb, elle nous donne aussi le pouvoir de continuer dans cette belle compétition européenne. Justement, cette victoire, c'est une victoire 30-28 du H. Et justement, sur ce match-là européen, qu'est-ce que vous retenez de ce match-là? L'ennui. On en a discuté en plus après. Ça a été d'un ennui profond. À croire que les gars avaient pas envie de gagner ou plutôt la trouille de perdre. Mais je me suis profondément ennuyé. Zagreb, c'est particulièrement faiblard. On l'a vu au match aller en plus avec ce qu'on leur avait fait. Ok, ils ont un changement de coach, mais c'est pas en 3 jours qu'il a révolutionné l'équipe, hein, donc on pouvait vraiment leur appuyer sur la tête. Alors, fort heureusement, on est déjà qualifié avec la réforme de la Ligue des Champions. C'est juste le classement qui déterminera notre adversaire. Comme tu dis, ça fait du bien dans les têtes, une victoire, c'est surtout ça.
Mais le match en lui-même, j'ai pas grand-chose à en retenir, tellement je me suis ennuyé à le regarder, très honnêtement. Ouais, mais enfin, si je peux me permettre, Yann, tu parles du changement de coach, et Mika avait à juste titre parlé des têtes, du mental, du moral, du psychique. Je pense que Zagreb, ils en avaient pris une belle et qu'ils avaient peut-être envie de prouver qu'avec un nouveau coach, ils étaient capables de faire beaucoup mieux. Après, nous, on est encore en guérison de quelque part de tous les manques qu'on a évoqués, qu'on a listés, qui se sont vus sur Aix, qui se sont un petit peu retrouvés sur Zagreb, même si la victoire est au bout, mais on a encore ces manques. On a encore ces manques dans les pertes de balles, dans les tirs immanquables. Et Zagreb, je pense qu'ils ont beaucoup mieux joué que chez eux. Ah oui, Ils étaient désinhibés, ils avaient envie de prouver qu'ils valaient mieux que ce que la prestation qu'ils nous avaient offerte au match aller. Ils n'avaient pas envie d'en reprendre une deuxième, Rouste. Et puis bon, puis avec un changement de coach, c'est aussi un petit déclic mental. Voilà, je rejoins Mika. Je sais pas ce que tu en penses, Mika. Je sais pas. J'ai pas trouvé une grande équipe de Zagreb. C'est pour moi une équipe qui n'a pas le niveau de la Ligue des Champions cette année. De toute façon, j'invente rien. Leur bilan de 0 points parle pour lui. Moi, je suis un peu dans l'optique de Yann. J'ai pas pris beaucoup de plaisir devant ce match-là. Le seul côté positif, c'est la victoire. Mais sinon, c'était très poussif. Il y avait beaucoup d'erreurs. C'est une équipe qu'on doit largement battre, même si peut-être, oui, ils ont peut-être un petit peu mieux joué qu'à l'aller. Mais je pense que nous, on a surtout beaucoup moins bien joué qu'à l'aller. On a joué avec le frein à main, avec la peur de mal faire. J'ai eu l'impression de revoir le match contre Cellier, en fait. Et j'ai ouais. même cru, dans les dernières minutes, revivre le même scénario de la défaite. Ouais, Et ça m'a fait très peur à un moment. C'est pour ça que j'étais quand même content qu'on gagne, parce que franchement, ça m'aurait fait chier de perdre contre Zagreb. Pas par manque de respect pour le club, mais pour le niveau qu'ils ont. Franchement, perdre contre eux, ça aurait été quand même un petit peu problématique. Donc, non, on n'a pas vécu un grand match. On le gagne, c'est bien. Heureusement qu'on le gagne, parce que dans les têtes, comme on en parle beaucoup depuis le début de l'émission, on n'est pas terrible en ce moment, donc ça au moins ça fait du bien. Mais vraiment, ce qu'on a proposé, c'est tellement poussif, tellement maladroit par moment, techniquement parlant, que ouais, vraiment un peu de plaisir et puis bah, surtout peu rassurant, quoi, parce que alors ils m'ont fait mentir en faisant un bon match hier soir contre Kiel, mais c'est vrai qu'il y a tellement du bon et du mauvais qui s'alternent de manière. On est tellement capable de switcher d'un côté ou de l'autre très rapidement cette année que on ne sait pas ce que l'équipe elle est capable de nous donner, quoi. Donc là encore, et moi c'est un petit peu mon mot de la semaine concernant le handball, c'est frustration. J'ai été très frustré à voir ce match parce que je me suis dit après Aix, tiens, on a une équipe faible, on a peut-être moyen de proposer quelque chose. Et en fait, on propose pas grand-chose. Donc ouais, j'ai été un petit peu déçu. Et juste, on a parlé coaching, vous avez parlé de coaching tout à l'heure sur le match contre Aix. Là encore, on a Aymeric Min qui est moyen, pour pas dire pas bon, contre Zagreb. Et on laisse un garçon comme de la Bretèche qui avait été mis dans le groupe sur le banc. Alors je pense qu'il avait été pris dans le groupe parce qu'Alberto pensait que potentiellement on pouvait faire un gros écart et puis lui donner du temps de jeu. Et ça n'a pas été le cas, ça a été chaud jusqu'à la fin, donc il n'a pas eu de temps de jeu. Mais je me mets à la place du gamin. Quand vous voyez Mine au niveau auquel il a été contre Zagreb, ne pas rentrer, à quoi il pense? Il faut que Mine, mais c'est malheureusement ce qui s'est passé hier, on va en parler je pense, mais il faut que Mine se blesse pour que je puisse rentrer. Et ça, d'un point de vue devant lui, mental pour Lucas. Rakovnicek devant lui. Hein. Il y a Rakovnicek devant Lucas encore. Oui, d'accord. Mais Rakovnicek ne faisait pas un gros match non plus contre Zagreb. C'est pour ça, je pense qu'il a assez peu joué et qu'il a été laissé au repos parce que je pense que physiquement, il tape dans le dur quand même, Rock, en ce moment. C'est pour ça qu'il a été laissé au repos. Voilà, c'est pour ça qu'il a été laissé au repos hier. Donc, à un moment, tu as un garçon qui est en pleine forme, qui a prouvé qu'il était capable de faire des bons matchs. Fais-le rentrer, donne-lui du temps de jeu. De toute façon, ça ne sera pas pire que ce que Mine nous a proposé contre Zagreb. Donc, on avait beaucoup mis en avant en début de la saison. Alberto, il fait confiance aux jeunes et tout. Bah, ouais, il y a un peu moins confiance aux jeunes en ce moment, quoi. Donc, alors que peut-être il pourrait insuffler quelque chose. Ça se trouve, ça n'aurait pas été mieux. Mais il y a toujours la problématique, justement, comme on n'avait pas non plus tué le match, donc c'était peut-être un risque et lancer un jeune dans la fournaise comme ça, enfin, c'est un bien grand mot, mais
c'est pas lui faire forcément du bien. Il est là pour apprendre. On l'a vu hier soir. On va faire la transition avec Kiel, mais Lucas, bon voilà, c'était peut-être pas forcément le moment de lui donner les clés du match. Parce qu'on n'était pas serein, on a gagné que 2 buts contre Zagreb. Hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. Non, tous vos propos, moi je les valide parce que on est enfin, effectivement, on n'est pas en confiance. On n'est pas en confiance et plus qu'une pauvreté Ah, Mika a disparu. technique, moi je parlerais d'une pauvreté tactique qui vient effectivement du mental que vous avez évoqué. Moi, c'est mon Justement, sentiment. pour toi, Yann, enfin, c'est un peu ce que disait Mika, mais est-ce que ce match contre Zagreb, il n'avait pas vocation comme ça à rassurer l'équipe avant ce match contre Kiel, de se dire, bon, bah voilà, on va pouvoir le gérer, puis sur la fin, on va pouvoir donner un peu de place aux jeunes, tester des choses. Est-ce que c'est ça aussi qu'on regrette un petit peu? Moi, ce que je regrette, c'est le match en lui-même. C'est pas forcément la place aux jeunes. C'est juste, comme je te dis, je me suis ennuyé. Après, étant donné que ce match n'a aucun intérêt, on va dire, si ce n'est de compétition, si ce n'est le classement et le potentiel adversaire, comme je disais, mais on est déjà qualifié. Il n'y a pas de raison de jouer la trouille au ventre. Je veux dire, au contraire, tu peux te lâcher. C'est pas un match aller-retour où tu sais que de toute façon tu iras pas. Ou même un match, si ça avait dû se dérouler dans les conditions normales, où il fallait qu'on soit au minimum sixième. D'ailleurs, on est sixième. Là, qu'on termine sixième ou huitième, on s'en fout, on y va. Donc, bah, lâchez les chevaux, c'est pas grave. De toute façon, quitte à faire des erreurs, prenez des initiatives, soyez audacieux. Là, il n'y a même pas eu ça, en fait. C'est la boule au ventre, comme le dit Mika. Alors oui, c'est le mental, mais les répercussions après sur le tactique et sur le technique, c'est dévastateur. Ouais. Bon, justement, messieurs, on va essayer de mettre ce match un peu contre Zagreb de côté pour parler au match sur lequel on a pris un petit peu plus de plaisir quand même, qui était plus agréable à suivre. C'est ce match contre Kiel, le champion d'Europe. Et match, du coup, qui s'est terminé avec un score de 24 à 24. Donc, il y a un beau score, même s'il y avait quand même la place de passer. Hein, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui vous a marqué sur ce match-là Bah, c'est exactement ce que je viens de dire hein, pour le match précédent, c'est que là, t'as tout à gagner, t'as rien à perdre, et en fait, les gars jouent libérés, sans stress, parce que en face de toi, t'as le champion d'Europe en titre, donc de toute façon, si tu perds, c'est logique. Et finalement, 99% du match, t'es devant, et c'est dans les 2 dernières minutes qu'on gère assez mal, mais ça, j'en veux pas. C'est Lucas de la Bretèche et Thibaut Briet d'ailleurs qui font 2 actions un peu pourries. Un prend 2 minutes et l'autre à 6 mètres loupe son tir. Font que ça revient derrière. Bon, c'est pas très grave, hein, c'est l'expérience qui rentre et on peut pas leur en tenir rigueur. Ça arrive à tout le monde. Ça. Mais quand tu mènes un tel match carrément de bout en bout, pardon, et que tu le gagnes pas, ouais, il y a de la frustration. Là, je vais rejoindre Mika, qui était furax hier soir aussi. Mais par contre, ouais, j'ai pris du plaisir à regarder ce match-là, et parce qu'ils ont joué libéré, parce qu'ils ont essayé des choses, parce que les jeunes sont mis au niveau. J'ai beaucoup aimé Baptiste Damatrin, je vous l'ai dit durant le match. Je trouve que quand on lui donne un peu plus de temps de jeu, et c'est le cas actuellement, et même s'il avait des loupés au début, il commence vraiment à bien se mettre dedans. Donc non, ça m'a fait plaisir, ouais, de ce match. C'est le seul de la semaine auquel j'ai pris du plaisir d'ailleurs. Emile a fait un beau match aussi, hein, il est à 10 arrêts face à Kiel, c'est pas rien non plus. Moi j'ai beaucoup aimé aussi Kirill Lazarov, je trouve toujours très constant sur ces matchs-là et au rendez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres, Dominique, toi sur ce match-là contre Kiel, qu'est-ce que tu t'observais plus précisément, qu'est-ce qui t'a marqué? J'ai envie de dire qu'il y a deux facteurs. On est à la fois satisfait parce qu'on a fait match nul après les avoir battus chez eux à Kiel, qui est quand même une référence dans le handball mondial, tout récent champion d'Europe, donc on peut se satisfaire du résultat. On prend encore un point au classement. Voilà. Mais à côté de ça, c'est un peu le copier-coller du Barça. Comme disait Yann, on maîtrise, on joue sans pression cette fois. On n'a rien à perdre face à ces écuries-là et on joue bien. Malgré cela, bon voilà, on retombe dans certains travers qui nous font mal et donc moi je suis partagé entre la satisfaction et la frustration. Après, pour revenir sur ce que tu disais, Émile fait une très belle première période. Pareil, il est en début de deuxième, il est un peu en difficulté. Cyril rentre, il est pas mal du tout. C'est dommage de ne pas avoir battu cette équipe
Parce qu'on aurait, comme à Barcelone, on aurait parlé un peu du club, on serait rentré dans l'histoire du handball international. Voilà, c'est dommage, on laisse passer des occasions, mais on est encore dans une certaine fébrilité. Après, comme disait Yann, on ne peut pas reprocher à Lucas d'échouer devant le meilleur gardien du monde, hein, Niklas Landin, qui fait une deuxième mi-temps. C'est lui qui nous fait mal, hein. C'est peut-être lui qui nous empêche de gagner essentiellement. Douvniak se réveille aussi. Yann m'a fait beaucoup rire hier soir quand il a envoyé un petit post en disant qu'il ne va pas nous emmerder alors qu'il n'a rien foutu du mondial. Et ça, c'est Ratim Croate qui parlait. Non, je pense qu'on a ce qui est le très ennuyeux, c'est que Emerick s'est tordu la cheville. Il a apparemment une belle entorse. Je lui ai demandé à la fin du match s'il elle avait tourné, il avait mal. Ouais. Donc, on va sans doute priver de lui, alors qu'il a fait un très bon match hier soir. On va être privé de lui pour plusieurs semaines, je pense. Et puis, ça tombe mal puisqu'il avait été retenu dans le groupe France pour aller très rapidement peut-être vers le TQO. Et puis voilà. Donc, sinon, tactiquement, je vais conclure avec ça. On a vu deux équipes qui jouaient tranquillement à leurs mains, ça marchait en attaque. Kirill Lazarov, je suis d'accord avec toi, Paul, très patron hier soir. Et ça convenait aux deux équipes. Et puis, on a vu qu'il hausser un peu le curseur en défense en deuxième période. Et puis, sur la fin de match, quand ils ont senti que Landin fait des arrêts et qu'ils pouvaient l'emporter, là aussi, ils ont mis un peu de booster avec Weinhold, envoyé 2-3 pralines. Ouais, Vincek, Weinhold, c'est mes copains. Ouais, bon, on les connaît. C'est bon. Vincek surtout. Hein. Moi, j'ai parlé avec lui avant le match. J'ai de vieux souvenirs de la finale que Morsbach tremblait. Nous avait fait très mal. Il avait un comportement très limite. On s'était retrouvés ensemble dans le local antidopage. On n'était pas très amis. Mika, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de ce match contre Kiel, hein? C'est vrai que pendant 4 fois pendant le match, on a eu 3 buts d'avance. C'est vrai qu'on peut nourrir quelques regrets, quoi. Ouais, moi j'ai le coup de ce match-là, hein, clairement. Alors, hier, on a échangé des petits messages. J'étais fâché parce que, je vous l'ai dit, il y a aussi beaucoup de frustration parce que ça fait une semaine en fait qu'on passe à rien de gagner des matchs hyper importants. Dominique a rappelé le Barça, on a parlé de Aix au début de l'émission. Kiel, en une semaine, il y a 3 matchs qui, à mon sens, on doit gagner. Parce qu'on le domine sur la globalité du match et en fait on les gagne pas et il y a un moment c'est énervant. Donc, hier j'étais un petit peu agacé parce que j'étais convaincu qu'on devait le gagner. Après et vous l'avez très bien dit, un petit peu reposé et en réfléchissant un peu au truc, bah, c'est vrai que c'est les gamins qui font les erreurs et on peut pas en vouloir à Lucas de la Bretèche et Thibaut Brier de faire les erreurs. Ils apprennent leur boulot. Là, on a quand même un concours de circonstances qui fait que Mine se blesse et Cavalcanti est exclu. Et donc, on leur donne la main et bon, bah, ouais, ils ont un petit peu la flippette. Ce qu'ils n'avaient pas en début d'année, hein, souvenez-vous, hein, on leur avait donné beaucoup de responsabilités quand il y avait plein de blessés et puis ils y allaient sans réfléchir. Bon, bah là, ils ont eu un petit peu la flippette, ça se comprend. C'est aussi beaucoup d'expérience pour eux qui leur servira pour la suite. Et donc, je leur en veux pas. Mais ouais, putain, j'ai les boules, quoi. Parce que, comme tu l'as dit, Dominique, on pouvait accrocher un gros d'Europe. Alors, pour le classement, ça pourrait en plus avoir une importance. C'est vrai que je pense que on pouvait être mieux classé et s'éviter un huitième de finale à la con, parce que là, on file tout droit vers le PSG en huitième de finale. Et moi, perso, je trouve ça un petit peu relou. Il y avait sans aucun doute moyen d'aller chercher une 5e place. Alors, c'est pas sur le match qu'on kill contre la paire, qu'on perd, mais voilà, il y a tous ces points qu'on perd en route et qu'on ne doit pas perdre. Et c'est frustrant, c'est énervant. Et puis, il y a le côté aussi visibilité. Alors déjà, il y a le petit chèque de l'EHF pour la victoire, mais aussi, donc, on est dans une période compliquée. Avec des partenaires qui doivent aussi réfléchir s'ils continuent à soutenir le H ou pas dans les années à venir, sachant qu'il y a les difficultés financières, et ben accrocher le scalp d'un gros d'Europe, ce sont des arguments que M. Pelletier doit pouvoir mettre en avant pour pouvoir aussi motiver peut-être des partenaires qui seraient un petit peu hésitants. Et moi, je trouve ça dommage. Je suis vraiment déçu qu'on ne les ait pas accrochés parce que vraiment, hier soir,
Il y Alors, avait la c'était place. pas un grand kill, mais hier soir, on était bien plus fort qu'eux, quoi. Clairement, sur ce match-là, 9 fois sur 10, on doit gagner. Et malheureusement, il nous échappe sur. Justement, Mika, oui, tu nous disais que bah, c'est dommage, il y avait la place de passer contre cette équipe de Kiel, hein. Oui, alors, bon, on va tout vous dire, on a eu une petite coupure, donc j'essaye de reprendre à peu près où j'en étais, hein. T'es Non, plus au même endroit sur l'écran. De quoi? T'es plus au même endroit sur l'écran déjà. Bah, tu vois, j'ai refait le réglage. Donc voilà, non, ce que je disais au moment où ça a coupé, c'est je suis assez frustré sur la dernière action. À 24-24, on a une balle pour essayer de gagner le match. Et en fait, on ne prend pas de tir. Alors, évidemment, il y a les petits jeunes sur la base arrière, mais il y a un Kirill Lazarov qui est là. Et j'attendais qu'il prenne ce tir au lieu d'essayer d'aller chercher une passe au pivot, alors qu'on voyait bien que Kiel avait verrouillé le pivot. Quand il reste 10 secondes comme ça, je préfère qu'on prenne un tir, même s'il est peut-être un peu à l'arrache. Je préfère voir un tir passer au-dessus ou arrêté par le gardien qu'une action qui se termine par une faute offensive, quoi. Et ça, putain, ça me fout un peu les boules. Tu vois, il aurait tiré, on le rate, bah, c'est pas grave, on a été jusqu'au bout, on l'a tenté. Là, en plus, ça finit par une faute offensive. Vraiment, gros but d'inachevé sur ce match-là, beaucoup de déceptions. Mais bon, ça reste quand même un bon point. C'était les champions d'Europe en titre, sans Sagosen. Après avoir enchaîné beaucoup de matchs et pas forcément à leur meilleur niveau, mais c'est quand même Kiel, c'est un point de prix et c'est pas super. Ouais, je pense que Kiel, tu viens de soulever aussi un fait important. Sans Sagosen, c'est pas la même équipe. Et puis, ils ont vraiment géré. Ils ont vraiment géré. Nous aussi, on l'a géré. Je pense que les deux équipes avaient besoin de gérer les effectifs et les énergies. Parce que finalement, tout ce que vous avez dit, les points, le match qui sert pas à grand-chose, la qualification acquise, la rencontre la plus importante, c'est toujours celle à venir. Et ça, en ce qui concerne le match, c'est bel et bien celle de dimanche à Ivry. Alors, je viens de recevoir pendant la coupure technique qu'a évoqué Michael, j'ai une bonne nouvelle. Les infos en live. Voilà, les infos en live d'un proche d'Emeric Mine qui a tenu à me confirmer à l'instant même que le garçon avait une petite entorse assez bénigne et que, fort heureusement, pour lui notamment, avec une semaine, 10 jours de soins, il pourrait rejoindre l'équipe de France prochainement. Je crois que c'est la semaine prochaine, la fin de semaine passée. La semaine prochaine, pardon. Mais bon, par contre, dimanche à Ivry, il sera pas sur le terrain. Mais c'est pas méchant, il a vu le chirurgien. On ne va pas trahir le secret médical, mais voilà. Et puis ça lui redonne le moral parce qu'il était effectivement très inquiet hier soir quand il m'a fait je l'ai interrogé du regard, il m'a fait la grimace et il m'a clairement dit que ça avait tourné, quoi. Mais bon, aujourd'hui, voilà. Les nouvelles sont plutôt rassurantes. Autre nouvelle de l'infirmerie qui va aussi vous redonner un peu le sourire. Notre ami Bala, David va beaucoup mieux et devrait tenir sa place dimanche. Ah, c'est une bonne nouvelle. Deux très bonnes nouvelles, hein, du coup, pour l'équipe. Voilà, je suis l'ange annonciateur de bonnes nouvelles ce soir. Quand tu annonçais bonne nouvelle et Ivry, à un moment, je me suis dit que Bataille retournait dans son club, en fait. Mais non. Ça, c'est vrai. Il soigne son entorse. Mathieu, je l'ai vu aussi hier. Il soigne son entorse, ça va beaucoup mieux. T'as une entorse d'1 an, elle était balèze, hein. Non, mais il est passé à 2 doigts de l'opération. Vraiment, lui aussi, il a dû voir le chirurgien. Et il craignait vraiment que les croisés. De toute façon, il est arrivé déjà, il était pas en forme, il avait eu une grosse blessure avec Ivry, là je taquine, mais il est arrivé chez nous, il était pas prêt, il avait une très grosse blessure la saison dernière, donc. Non, mais je pense que là, il va pouvoir reprendre du service assez rapidement. Et le retour de Bala, c'est quand même une super nouvelle. Ouais. Parce que, on vous en avait parlé, mais notre équipe, elle est aussi vachement déséquilibrée par le fait qu'on n'est pas derrière d'ailier droit. Milic, ils défendent pas dessus parce qu'ils savent qu'il va pas aller prendre des tirs ou alors une fois sur deux, il les rate. Non, il tire pas du tout. Bah, si, il a pris un peu de tir hier, il en prend 2, il fait 1 sur 2. Et globalement, il les prend pas. Quand il les prend vraiment avec beaucoup d'hésitation. Donc récupérer un Bala, sachant qu'en plus, avant sa blessure, il était énorme avec en plus le retour de Gourbi avec qui ça coulisse bien. C'est quand même une très très bonne nouvelle pour nous. Bon, puis avant ce match d'Ivry, il y a un autre rendez-vous, hein, pour tous les supporters du H. C'est ce soir. Alors, on enregistre l'émission, là, on est vendredi soir. Ça sera dans tout le sport. Il y a un sujet sur notre invité, Dominique Bouziane. Hein, alors, chers supporters, vous pourrez avoir ce
ce reportage en replay sur les antennes de France Télévisions sans aucun problème, hein, mais ne manquez pas ce rendez-vous également. Oui, malheureusement, je crois qu'on va pas parler beaucoup du H parce que c'est un reportage qui est axé sur le sport féminin. Hein, c'est pas pour me déplaire non plus, mais c'est des reportages qui ont été qui Ah sont bah voilà, basés Mika part au moment où on parle de sport féminin. Mika Non, s'arrête. mais c'est qu'on m'appelle en même temps, donc c'est pour ça que ça me plaît. Donc c'est un reportage qui va être établi à partir de 2 enregistrements qui ont été effectués, un sur les filles du Paris 92 lors du match contre Brest et l'autre sur les filles du Stade Français Paris-Volley. J'ai la chance d'animer depuis septembre et avec moins de succès, elles avaient perdu contre Béziers. Donc voilà, à partir de ces deux enregistrements, Manu Roux, j'espère nous concocter un petit reportage sympa de 2 minutes, 2 minutes 30, mais c'est un bel honneur pour moi, c'est un beau clin d'œil. Je suis vraiment flatté d'avoir les honneurs de France Télévisions. Exactement, puis tu fais bien, puis on a hâte de découvrir ce reportage qui met à l'honneur du coup le sport féminin, et puis on sait Ouais, toute la passion. Je te coupe, Paul, c'est surtout pour mettre en lumière et pour stigmatiser la problématique qui nous touche de près. Bon, d'autres sont touchés, mais les speakers, maîtres de cérémonie, animateurs, appelez ça comme vous voulez, que ce soit dans le domaine du sport ou de l'événementiel en général, on est vraiment tous touchés par cette pandémie qui nous prive de travail et puis qui nous prive de ce qu'on aime le plus, de notre passion, voilà, faire partager au public ce sport et ce beau sport qu'est le handball en particulier. Bon, C'est ça, surtout l'angle d'attaque, c'est surtout voilà, c'est travailler à huis clos, sans public. Donc ça va, on va voir comment notre ami Manu Roux, avec sa casquette à l'envers, va nous avoir concocté ce petit reportage. En tout cas, c'est très flatteur pour moi, mais voilà, j'ai une pensée pour mes amis de l'association des speakers maîtres de cérémonie, du foot, du rugby et de toute discipline. Et puis bien sûr, encore une fois, des amis les spectateurs, les ultras, etc., qui sont fantastiques à chaque fois, avec lesquels je prends beaucoup de plaisir et avec lesquels j'essaye de partager mon enthousiasme et ma passion pour le handball et pour le H désormais. De toute façon, on pense fort à toi, à tous tes collègues justement, et puis on sait que c'est grâce à votre passion et l'énergie que vous mettez qu'on peut vivre aussi de telles émotions. Donc on a hâte de voir ce reportage, et puis ça nous fait un rendez-vous avant ce match d'Ivry. Messieurs, on va peut-être terminer. Ben de rien, avec grand plaisir, Dominique. On va peut-être terminer avec vos pronostics pour le match d'Ivry. Qu'est-ce que vous sentez, qu'est-ce que vous pronostiquez de ce match, cette rencontre contre. Si on gagne pas celui-là. On n'a pas perdu depuis, je sais plus la date, mais on n'a pas perdu depuis un paquet d'années. Je pense que quasiment depuis l'accession en Division 1. Ah non, on en a perdu un là-bas. Oui, contre Ivry. Ouais. Voilà, c'est sûr, on a quelques performances pourries que j'ai. Ouais, on a perdu un là-bas minablement il y a 2-3 ans. Là, il y a 3-4 saisons, ouais. C'est ça. Mais bon, on est quand même au-dessus. Bon, c'est une équipe jeune qui, à son tour, elle n'aura rien à perdre. Mais bon, je pense qu'on a les moyens. Il faut voir dans quel état physique on va se présenter, mais on a quand même les moyens. Ouais, on a les moyens, ouais, quand même. Et puis bon, c'est un vrai bonheur d'aller à chaque fois dans cette belle salle que je stigmatise à chaque match. Mais c'est quand même une des salles les plus pourries. Mon cher Yann, elle est historique. Ah, je sais qu'elle est historique, mais elle est historiquement vieille aussi. Là, non, elle est en mauvais état, elle est en très mauvais état. Elle est relookée, hein. Tu sais, à mon époque, c'était encore plus triste. C'est Auguste Delaude, hein. Oh là là. Paradoxalement, il y avait plus d'ambiance, plus de public. Et l'équipe d'Ivry était aussi très très performante. Elle jouait les premiers rôles avec Gagny et Saint-Maur. Ah bah Ivry, ça a été un très grand club, ouais, ça c'est clair. Très très grand club. Et donc dimanche, moi je vois aller plus 6 pour le H. Plus 6 pour toi Dominique, pour toi Yann. Je trouve que Dominique est généreux. Je vois une victoire, mais pas si facile que ça malgré tout. On est quand même dans le dur, même si on a fait on va dire une bonne semaine malgré tout, hein, même si ça n'a pas toujours été hyper enthousiasmant. Je trouve qu'on est un peu dans le dur. Donc victoire, mais plus 2 ou plus 3. Bon, et pour toi Mika? Je suis assez d'accord avec Yann, on est un peu dans le dur en ce moment. Et puis, quand on regarde un petit peu les résultats en championnat, il y a pas mal de surprises. Dominique l'a un petit peu évoqué en début d'émission. Aix a perdu contre Chartres hier. Pour tout vous dire, j'ai un œil sur Tremblay-Limoges qui se déroule en ce moment. Et à 3 minutes de la fin, Tremblay mène 29-28.
Donc ça pourrait être un très bon résultat pour nous, c'est pas fini. Mais en ce moment, il y a pas mal de surprises. On a joué beaucoup de matchs. On en a débriefé 3. C'est le 4e là en une semaine, donc il y a de la fatigue. Il y a un Emric Min qui est blessé, il y a un Rokovnicek qui a été laissé au repos, mais qui a des petites blessures. Bala qui a rien tout juste de blessures. Donc voilà, bon. On n'est pas optimal. Ivry nous attend, ils n'auront rien à perdre. Donc ça peut être un match compliqué. Et puis si on le prend avec notre mental aura des pâquerettes ou votre morale dans les chaussettes là, et qu'on est dans le doute, on est capable de déjouer, de faire un petit peu n'importe quoi. Donc faudra prendre ce match très 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 au sérieux. Surtout que là, il y a vraiment 2 points qui sont essentiels à prendre avec les bons résultats qu'on a eus. Donc je vois quand même la victoire parce que je peux pas envisager que notre équipe aussi talentueuse qu'elle est, elle aille perdre à Ivry. Mais ouais, je vois plutôt un match compliqué, donc une victoire de 3 buts, déjà on s'en satisferait. Là, je pense qu'il faut viser le résultat, quoi. Là, c'est vraiment autant en Ligue des Champions, tu vois, contre Zagreb, on se dit ouais, mais bon, c'est le classement, on s'en fout un peu, on est qualifié. Autant là, c'est 2 points, quoi. Même si on doit le gagner sur un penalty litigieux sifflé à la dernière seconde, on prend les 2 points. Mais là, allez, moi, je lui mettrais un petit pari, un plus 3. Bon, ben, moi Oui, aussi, il je vois faudrait une pas, victoire de plus 3. il faudrait pas non plus que notre futur Nantais, Linus Persson, se réveille veuille se montrer un peu trop. Justement, observez-le. Moi, je vous avoue qu'il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai regardé un Yves Richard pour me faire un avis sur le joueur. Bon, voilà. Je vous laisse vous faire le vôtre. Moi, j'ai pas été hyper convaincu. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas l'arrière droit qui fait rêver, quoi. Donc, j'en ai C'est un un bras. Ça défend pas du tout, mais c'est un bras. C'est quand même un Ouais, bon voilà. joueur. Je dirais qu'en fait, il a un profil qui me fait penser à Kirill Lazarov en moins talentueux. Oh, bah, c'est pas compliqué, en moins talentueux que Kirill. Hein. Non, mais oui, évidemment. Mais en fait, c'est un peu le Star. même profil. Costaud, un bon bras, un bon poignet, parce qu'il tire les pénaltys, il a une bonne palette de tir. Mais par contre, il défend pas, il est un peu lourdeau. Et il faut qu'il soit bien lancé, parce que c'est rarement lui qui va aller gagner un 1 contre 1. Donc, il n'est pas inintéressant, mais pour un arrière-droit numéro 1, je trouve que c'est un peu difficile. Alors, messieurs, puisque si je vais faire une parenthèse, si vous le permettez, puisqu'on parle des gauchers, des arrières droits, j'aimerais avoir une pensée pour mon ami Zlatko Saracevic qui nous a quittés cette semaine. D'ailleurs, on a fait une minute de silence mardi puisque c'était son club, Zagreb. Hein, il y a joué, il a entraîné. Moi, je l'ai connu, il avait 19 ans. Il débutait au Borac Banja Luka et j'ai eu la chance de jouer contre lui. Je l'ai revu après quand il était à Bordeaux, Nîmes, Istres et Créteil. C'était un garçon outre un génie sur le terrain, un bras phénoménal. C'était un garçon vraiment attachant, toujours le sourire. Donc une petite pensée pour lui. Et puis petite pensée aussi pour un collègue gardien de but qui vient de. Là, on vient d'avoir l'info il y a quelques minutes. C'est Quintana, le gardien du FC Porto, qui était entre la vie et la mort. Apparemment, son décès serait confirmé. Donc voilà, paradis des handballeurs, il va y avoir une belle équipe. Ouais, pour Quintana, l'info est sortie il y a un petit peu plus longtemps que ça fait 1 heure ou 2. Elle est bien confirmée, hein, c'est repris sur beaucoup de réseaux, sur le site de l'AHF. Donc c'est super triste, hein, c'est un gardien que moi j'aimais beaucoup. Il m'avait vraiment fait rêver au mondial, il a fait un super mondial. C'est un gardien fin, qui était intelligent, et vraiment un très très bon gardien. Et à 32 ans, sur un arrêt cardiaque, à un entraînement, je trouve ça tragique. Quoi. Je t'avoue que moi, ça m'a choqué quand même. Je le connais pas personnellement, mais c'est un vrai coup dur pour un jeune homme comme ça en pleine santé. Ça fait mal au cœur. Ouais, 32 ans pour Quintana, c'est vraiment un drame. Et puis, bon, Zlatko, 59 ans, c'est pas bien vieux non plus. Pas bien vieux non plus. Non, c'est pas bien vieux non plus, évidemment. Ouais, on perd du talent et 2 hommes fantastiques. Donc, voilà. RIP, une petite pensée. Est-ce qu'il était sur cette pensée ça a tellement ému Polo qu'il a disparu. Ouais. Son ordi aurait planté. D'accord. L'ordi ça s'appelle brancher la batterie en fait. On va conclure, Yann, alors. Ouais, on va conclure. On se retrouve donc dimanche. Alors toi, tu n'y seras pas, mais on se retrouve derrière les écrans et puis derrière les réseaux à discuter de ce match contre Ivry en espérant, bien entendu, une victoire de notre club. Je vous souhaite bonne soirée, les gars.
À bientôt. Yes. Juste pour terminer, il reste 17 secondes à Tremblay-Limoges. Il y a 29 pour Tremblay. Et Rubens vient de sortir un penalty à 17 secondes 10 secondes de la fin. Donc Tremblay va certainement battre Limoges, les gars. Donc vraiment, faut pas se récupère Ouais, Tremblay va sûrement battre Limoges. Donc faut absolument, ça y est, c'est fini d'ailleurs. Tremblay a battu Limoges. Du coup, faut absolument pas perdre dimanche. Donc allez les gars, allez les violets. Il y a 2 points hyper importants à aller chercher en région parisienne. Donc, tu nous confirmes la victoire de Tremblay, là? Je confirme la victoire de Tremblay. Ils sont sur le terrain en train de se congratuler. Ruben sort un penalty à 10 secondes de la fin. Donc, Rubens Pierre, ancien gardien de Cesson. Ouais. Je confirme Ruben Pierre, voilà, le gardien, ancien gardien de Cesson, tout à fait. Donc, je confirme la victoire de Tremblay. Donc, ça rend encore plus important le match d'Ivry la semaine prochaine. C'est une très bonne nouvelle pour Nantes, ça. Et puis, c'est une bonne nouvelle pour l'ancien club de Tremblay. S'ils ont la gentillesse de nous écouter, je les embrasse. Voilà. Et moi, je les embrasse aussi parce que je suis très content de leur victoire contre Limoges. Donc, je les embrasse également. Et on a pas perdu Yann au passage? Non, je suis là, moi. Non, il est là. Bon, voilà. Et puis, mercredi prochain, match contre Veszprém aussi, hein, pas oublié. Ouais, pas oublié. Des champions, on s'en trouve un peu, mais c'est une belle opposition pour notre club, quand même. C'est clair. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, pour cette nouvelle émission de On refait le H saison 2, 10e émission en mode confiné toujours. Merci à vous et puis on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. Merci à tous. Ça marche, bisous. Salut tout le monde.